Le micro et la plume, le balado, une présentation de l'Acadie Nouvelle et C'est quand héros. Le micro et la plume, balado, Acadie Nouvelle, C'est quand héros. Michel Jacob en compagnie de François Gravel. François, c'est notre petit dernier podcast balado avant la saison estivale, la saison des coups de soleil et de la visite sur nos plages en Acadie. Notre dernier balado, Michel, et pourtant, encore une fois, je me répète, toujours un grand plaisir de te retrouver ici, le micro et la plume. Et si je me fie au nombre de visionnements, au nombre de personnes qui nous écoutent à chaque nouveau balado, j'en déduis que je suis pas le seul à te retrouver, Michel, et qu'on va peut-être s'ennuyer un petit peu en attendant le retour possible cet automne. Dernier balado de la saison avec un possible retour à l'automne. Le départ est là, mais la ligne d'arrivée est quand même très loin, si je peux m'exprimer ainsi. En parallèle, Susan Holt visite Mark Carney depuis le début de leur élection. J'ai pensé qu'on pourrait faire plaisir à nos auditeurs aujourd'hui, Michel, en leur offrant un balado spécial. Comme tu le sais, j'aime parler de politique. Je pense que tu détestes pas ça, toi non plus. Ouais. On patine bien là-dessus, toi et moi. On fait des balados par le passé, toi et moi, alors, dans lesquels on a parlé d'élections provinciales, d'élections fédérales, du premier ministre du Canada, Mark Carney, de la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Mark Carney et de Susan Holt. Et plus précisément, on va les comparer. Donc, Mark Carney contre Susan Holt. Ce sont deux politiciens qui sont des nouveaux venus en politique active, deux politiciens libéraux qui ont remporté des victoires étonnantes que personne n'avait prédit dans les mois précédents. Deux politiciens qui sont en début de mandat. Susan Holt est première ministre depuis presque 8 mois. Mark Carney, lui, est premier ministre depuis un peu moins de 2 mois. Et au moment où nous enregistrons cet épisode là, du micro et de la plume. Alors aujourd'hui, c'est Mark Carney contre Susan Holt, Michel, qui a le mieux tiré son épingle du jeu, qui s'est le mieux débrouillé, qui a le mieux surpris, étonné ou gaffé. On tranche ces questions-là aujourd'hui, Michel. C'est parti, allons-y. Première chose dont nous allons parler à propos de Mark Carney et Susan Holt, c'est qui ils ont affronté et quelle stratégie ils ont utilisée face à leurs adversaires, François. Et ça, c'est extrêmement intéressant, Michel, parce qu'en observant la campagne électorale fédérale, j'avais par moments l'impression d'assister à un remake. Pour nous, au Nouveau-Brunswick, oui. Voilà, une réédition de ce qu'on a vécu au Nouveau-Brunswick. Susan Holt et Mark Carney ont quelque chose en commun. Ils ont tous les deux battu un chef conservateur, Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, Pierre Poilievre au Canada, qui a fait une très mauvaise campagne électorale, qui était trop à droite pour une bonne partie de l'électorat. Et en plus, autre point commun, chaque chef a été battu dans sa propre circonscription. Voilà. On dit conservateur, tendance allianciste. Il faut rappeler aux gens, aux auditeurs, auditrices, que la marque conservatrice a été vendue, comme le brand a été vendu, pour que les alliancistes, anciens réformistes, puissent intégrer le Parti conservateur sous peut-être une nouvelle image, non? Sans compter que Blaine Higgs, avec son Parti progressiste conservateur, a fait de grands efforts pour se rapprocher de la marque conservatrice de l'Ouest canadien. Voilà. La marque. Et on l'a vu d'ailleurs aussi avec un autre point en commun, les organisateurs vedettes sur qui ils ont misé, M. Higgs et M. Poilievre. Très critiqué. Et qui n'ont pas livré la marchandise. Pour M. Poilievre, c'est Jenny Byrne. Elle est très contestée par les députés et les militants. Elle n'a jamais su faire les ajustements nécessaires. Les conservateurs, eux, ils ont fait une campagne parfaite, Michel, mais parfaite dans un monde où Justin Trudeau n'aurait pas démissionné, où il serait resté chef du Parti libéral, où il aurait maintenu en place la taxe sur le carbone, mais rien de tout ça ne s'est produit. Alors que Blaine Higgs, lui, avait misé sur Steve Outhouse, un organisateur vedette, originaire de l'Ontario, que plusieurs voient comme le responsable de la victoire de Danielle Smith en Alberta. Il était payé par le Parti conservateur comme chef de campagne, il était payé par des contribuables comme chef de cabinet de Blaine Higgs. J'ai jamais vu autant d'argent être aussi mal dépensé dans une campagne électorale. Les conservateurs du Nouveau-Brunswick étaient désorganisés. Ils n'ont pas produit un programme électoral digne de ce nom. Et surtout, comme les conservateurs de M. Poilievre au fédéral, ils n'ont pas saisi l'humeur de l'électorat. Donc, est-ce à dire que la stratégie des deux candidats libéraux, soit Carney et Holt, s'est beaucoup appuyé ou a été le résultat de la non-campagne ou des difficultés de campagne des conservateurs, autant au fédéral que provincial? Ils ont su s'ajuster tous les deux en fonction de l'adversaire qu'ils avaient devant eux. Et là-dessus, ils ont bien fait. Susan Holt, par exemple, a voulu se présenter comme une sorte d'antithèse de Blaine Higgs. Là. Elle a misé sur le positif, sur l'espoir, mais aussi tout en promettant
un budget équilibré. C'est une promesse qui ne sera pas respectée, Non. mais c'est ce que les électeurs avaient besoin d'entendre C'est sûr pendant qu'on cette va entendre, campagne-là. ben oui, Un voyons. gouvernement sérieux, plus humain que celui de Blaine Higgs, qui se concentre sur des problèmes comme l'inflation, l'accès au logement, plutôt que l'orientation sexuelle des élèves dans les écoles, par exemple. Alors que Mark Carney a fait campagne sur Donald Trump, il a réussi à imposer un seul enjeu à cette élection, qui est le chef le plus crédible, le plus qualifié, le plus en mesure de tenir tête à un président qui rêve d'annexer le Canada et d'en faire le 51e État. Je te dirais, Michel, que Susan Holt a fait une meilleure campagne électorale parce qu'elle est une meilleure campaigner. Elle est... Mark Carney, honnêtement, n'est pas très bon en campagne Non. électorale. Donc, sur le terrain, en campagne électorale, Susan Holt haut la main. Alors que M. Carney est médiocre, sincèrement. Là. Mais si on veut savoir qui a le mieux adapté son message à ce que l'électorat voulait, les deux ont bien fait, mais M. Carney a été le meilleur, par contre. Là. En faisant campagne sur son leadership, sur son curriculum vitae d'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, sur la menace trumpiste, il a réussi à accomplir pas mal de choses, je te dirais. Il a neutralisé le Bloc québécois. Il a pratiquement rayé le NPD de la carte. Il a éliminé le facteur Justin Trudeau et la taxe carbone en tant qu'enjeu électoral. Il a empêché les conservateurs de remporter une victoire électorale qui leur semblait acquise il n'y a pas si longtemps. Et tout ça en seulement quelques semaines de campagne électorale. Alors, Voilà. dans ce cas-ci, je donne le point à M. Carney. En très peu de temps, M. Carney a changé sur un... Tu sais, quand on dit se tourner sur un dissous, un dissène, on le voit aussi. Provoquant un revirement de situation extraordinaire comme on l'a Déstabilisant les rarement vu. conservateurs et tout, oui, comme on a rarement vu. Donc, pour toi, qui a tiré le mieux son épingle du jeu dans la campagne? Susan Holt? Dans ce cas-ci, Carney. Susan Holt a fait une meilleure campagne, mais le point, il va à Mark Carney. C'est extraordinaire la situation où se trouvait le Parti libéral avant qu'il arrive comme chef et le résultat final, victoire, réélection de ce parti. Redressement majeur avec aussi une équipe solide. Là, on pourra parler peut-être de visages qui reviennent encore là, dans la campagne et dans les médias. La politique, c'est la force de l'image et aussi plein de symboles. Selon toi, François, qui de Susan Holt ou de Mark Carney a le mieux marqué les esprits depuis son élection? Alors ici, sans aucun doute, le point va à la première ministre Susan Holt, qui est une reine des communications, Michel. Elle maîtrise superbement bien les codes des réseaux sociaux. Elle enregistre des vidéos dans lesquelles elle explique ce qu'elle va accomplir pendant la semaine qui suit, qui elle va rencontrer, quelles réunions sont prévues. C'est fait tout naturellement, là, comme si elle nous piquait une petite jasette avant d'aller travailler. Ouais. Quand elle a ouvert son bureau de circonscription, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, Michel, elle a filmé une petite vidéo dans laquelle elle marchait dans les rues de Fredericton pour nous montrer le trajet, à quel endroit est la porte d'entrée. Là. On est loin du communiqué de presse là, annonçant avec le lieu, la date et l'heure. Là. Mais surtout, elle sait vendre ses annonces de façon à montrer qu'elles sont spéciales. Quand elle a fait sa première conférence de presse, Mme Holt, quelques jours après la soirée électorale, elle était accompagnée, je ne sais pas si tu te souviens, l'ensemble de son caucus libéral. Ils étaient tous là, à l'extérieur de l'Assemblée législative. Quand elle a éliminé les dernières restrictions à l'avortement, elle a fait l'annonce avec tout le Conseil des ministres, mais aussi avec des femmes qui ont combattu pendant des années, parfois même des décennies, pour ce droit au Nouveau-Brunswick, pour bien montrer que c'était une journée spéciale, une journée historique même. Quand elle a été assermentée première ministre, la liste d'invités comprenait d'anciens premiers ministres, mais aussi, et je dirais surtout, de grandes femmes de l'histoire politique du Nouveau-Brunswick, comme l'ancienne vice-première ministre Aldéa Landry, l'ancienne chef du NPD, Elizabeth Weir, était là aussi. Plusieurs autres aussi, ça transcendait les lignes de parti. On a même vu une ancienne ministre conservatrice, Jill Green, là, qui venait de perdre ses élections, mais qui voulait assister à ce moment historique. Historique parce qu'on le rappelle, Susan Holt, elle a brisé l'ultime plafond de verre dans la politique néo-brunswickoise là, en devenant la première femme de l'histoire du Nouveau-Brunswick à devenir première ministre de la province. Aujourd'hui, Mme Holt est première ministre et personne se tourne la tête en disant quoi? Une femme première ministre? Et c'est tout à fait naturel, mais c'était jamais arrivé. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'indices qui laissaient croire que ça pourrait arriver prochainement jusqu'à ce que soudainement, elle arrive, gagne la campagne et devienne la nouvelle première ministre du Nouveau-Brunswick. Et Mme Holt aussi, comparativement à M. Carney, elle connaît la place des francophones sur son territoire. Oui. Elle a réussi à aller chercher les appuis. Oui. Le Parti libéral partait favori, mais ils ont... mais dans les discours.
Dans les discours, on voit la place des francophones. Déjà, dans la campagne électorale, on voyait qu'il y avait un lien, ce qui n'est pas le cas avec M. Carney. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre de son vaste pays, le Canada. Mais il a fait des progrès, M. Carney, quand même. Hein? M. Carney, qu'on voyait dans les débats des chefs, on se demandait s'il allait s'effondrer en français en particulier. Il a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc, dans cette catégorie, François, Mark Carney ou Susan Holt? Eh bien, est-ce que t'aimes le baseball, là, Michel? J'adore. T'as joué au baseball? Oui. Es-tu du genre à viser le coup sûr au moment opportun ou bien à t'élancer de toutes tes forces pour le coup de circuit? Ça dépend au moment pour l'équipe. Je pense à l'équipe en premier et après ça, on voit c'est quoi les priorités. Eh bien, pour utiliser les termes de baseball, Mark Carney n'a pas le talent de Susan Holt, mais il s'est élancé de toutes ses forces pour réussir un coup de circuit, je dirais même un grand chelem, en invitant le roi Charles III à lire son discours du trône. Mais malgré ce coup de visibilité, ce symbolisme extraordinaire, semaine après semaine, Susan Holt, elle trouve toujours des façons de se distinguer médiatiquement. Par exemple, elle a un bon pif, je vous dirais. Elle n'a pas fait l'erreur d'accepter l'invitation du président Trump à assister à l'inauguration. D'autres premiers ministres l'ont fait. Mais elle était là pour la visite du roi. Elle a même pu échanger quelques mots avec lui pendant quelques minutes. Autre exemple, le dévoilement de la loi sur le statut des artistes. Encore une fois, on a fait quelque chose de gros. Photos de famille à l'extérieur de la législature dans laquelle députés, ministres, artistes, représentants d'associations culturelles se sont entremêlés. La ministre Isabelle Thériault a fait cette déclaration-là avec fierté que pour la première fois, sur papier, du point de vue législatif, les artistes existe. Fait que ce que je suis en train de te dire, Michel, dans le fond, c'est que le gouvernement Holt est dans une classe à part, comparativement à celui de Mark Carney. S'il peut maintenant convaincre, à défaut du roi, de convaincre le prince William ou peut-être son frère Harry de venir lire le prochain discours du trône, elle aura une note parfaite dans cette catégorie. Pourquoi pas? Donc, on peut comprendre ces points, Susan Holt? Oui, tout à fait. Vous écoutez Le Micro et la Plume, le balado. De retour à votre balado, Le Micro et la Plume. François, parlons maintenant de la lune de miel. Qui a réussi le mieux à en profiter de cette lune de miel? Susan Holt ou Mark Carney? Ben d'abord, il faut préciser ici que Mark Carney est avantagé. Là. Pourquoi? Parce qu'il vient d'arriver. Donc, pour mettre fin à sa lune de miel avec les électeurs, déjà à ce point-ci, il aurait fallu qu'il fasse exprès. Là, de toute façon, Donald Trump va être là encore pour plusieurs années. La lune de miel va continuer. Ça aide beaucoup à bonifier une lune de miel, un Donald Trump, là, je vous dirais. Là. Alors que il s'est quand même malgré tout arrangé pour tirer son épingle du jeu, M. Carney. Là, on vient de parler du discours du trône qui est élu par le roi. Mais il y avait aussi des pièges qu'il a évités. Il prend moins de place que Justin Trudeau le faisait dans l'espace médiatique. M. Carney, dans la période des questions, par exemple, le ton là-bas est moins à la confrontation. Ça fait du bien de voir les conservateurs poser des questions sans traiter quiconque de cinglé. Parlant des conservateurs, c'est sûr que ça aide la lune de miel de M. Carney que leur chef, Pierre Poilievre, a été défait dans sa circonscription. Mais encore une fois, on a vu le chef libéral qui s'est élevé au-dessus de la mêlée en disant qu'il ne jouera pas de petits jeux politiques. Là. Aussitôt que ce sera possible, il va déclencher l'élection partielle pour permettre à M. Poilievre d'effectuer son retour au Parlement. Même s'il n'est plus député, il a pu quand même, on lui a quand même permis de continuer d'habiter Stornoway, la résidence officielle du chef de l'opposition. Et la défaite de M. Poilievre, le NPD qui se cherche un nouveau chef à la suite de sa démission de Jack Mincing, le fait que les libéraux ont passé tellement près d'obtenir un gouvernement majoritaire, ben tout ça fait que M. Carney entreprend son règne sous de très bons auspices. Je m'attendais à des transfuges. Ah oui? Ben, tu m'étonnes, Michel. Vu le peu de nombre de sièges de différence pour accéder au pouvoir, il a certainement dû avoir des débuts de négociation ou des tentatives parce qu'il y a quand même, sur le nombre de sièges qui manquent, à un moment donné, je me disais, ben, il y en a qui sont peut-être pas si heureux que ça d'avoir pas de portefeuille fantôme chez les conservateurs. Qu'en est-il des NPD, du Bloc québécois? Je m'attendais peut-être à 1 ou 2 transferts juste pour mettre la pression puis avoir une vague, mais ça ne s'est pas passé. Je vais te faire une prédiction, Michel. Je pense que tu n'as pas tort, c'est juste que tu es impatient. Ah, OK. Il y a beaucoup de gens qui se disaient il ne manque que 2 ou 3 députés libéraux pour avoir cette majorité-là. Alors, on va peut-être voir des gens se déplacer. Tous ces gens-là viennent d'être élus. Ils viennent d'être élus sous une couleur politique précise. Comme j'aime le dire, si tu as fait campagne sous la bannière du NPD, avec les intentions de vote que ce parti-là avait pendant toute la campagne,
et que tu as quand même réussi à te faire élire, c'est que tu y croyais au nouveau Parti démocratique. Mais là, il va y avoir un nouveau chef. Et là, on va voir qui sera ce nouveau chef-là, quelle va être sa relation avec le caucus. Et si ça ne marche pas bien, qui sait, là, il y aura peut-être des transfuges qui pourraient se produire. Peut-être aussi, en même temps, on pourrait peut-être ajouter dans quelques mois, puisque tu fais référence à une patience et attendre de voir certains résultats, il y aura un vote aussi des militants en janvier pour Pierre Poilievre. Oui. Donc, ça pourrait peut-être aussi changer la donne avec un nouveau chef, nouvelle vision, nouvelle façon de faire. Des fois, il y a des mécontents à travers les troupes. J'aime répéter que Pierre Poilievre est passé à seulement 3 ou 4 députés de voir sa carrière politique prendre fin. Il va survivre à son vote de confiance. Il va y avoir il y a des gens qui vont montrer leur frustration à son égard, mais il va y avoir un vote très fort. 3 ou 4 députés libéraux de plus. On parlait d'un gouvernement majoritaire pendant 4 ans. Pierre Poilievre n'aurait pas survécu à une majorité libérale. Non. D'accord. Donc, dans cette lune de miel, tu as beaucoup parlé de Mark Carney. Susan Holt, c'est très inclusif. Des deux, la lune de miel, qui a réussi le mieux à en profiter? Là, donc, Susan Holt, elle est en poste depuis maintenant un peu plus de 6 mois, un peu plus de 7 mois en fait. Elle a commencé un petit peu à s'effriter, sa lune de miel, quand on s'est aperçu qu'il n'y aurait aucune chance qu'elle puisse respecter son engagement de présenter des budgets équilibrés. Je pense que ça n'a jamais été réaliste de le faire, mais elle l'a quand même promis. Et promettre quelque chose qu'on ne peut pas livrer, ça n'aide pas à la crédibilité d'un nouveau parti qui veut se présenter comme étant différent. Et là, on se dit alors, il est pareil comme tous les autres. Là. Ça a été aussi particulièrement difficile dans les dernières semaines quand le gouvernement Holt a ordonné des compressions budgétaires au sein des districts scolaires. On a vu, par exemple, la ministre de l'Éducation, Claire Johnson, s'enfarger dans les fleurs du tapis en refusant de dire le mot compression. Ça a été long, là. Yo-yo, là. Et ça me rappelle cette stratégie-là de ne pas dire les mots tels qu'ils sont, la stratégie du gouvernement du Québec, qui lui aussi, il a un mot, Michel, qu'il souhaite éviter à tout prix quand il veut restreindre les dépenses. Est-ce que tu te souviens quel est ce mot mystérieux? Il y en a quand même pas mal là-bas. Là. Dernièrement, ça pète de partout là, avec sa clique, le troisième lien. Vas-y. Le mot austérité, Michel. On ne peut jamais dire au Québec qu'on est dans une période d'austérité. On gère les dépenses, on fait attention, mais pas l'austérité depuis que le gouvernement Couillard a été identifié à ce terme lors d'une période de restriction budgétaire. Alors, dans ce cas-ci, la stratégie du gouvernement Holt a évolué. Là. C'était de ne pas dire les mots tels qu'ils sont, ensuite de ne plus répondre aux questions, puis de laisser croire que dans le fond, les districts scolaires ont supprimé des postes trop rapidement parce qu'ils sont traumatisés par les années de Blaine Higgs qui exigeaient qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil, ce qui n'était pas faux dans le fond, mais quand même. Donc, une première crise vécue par le gouvernement Holt. Espérons que ce gouvernement-là va en tirer des leçons parce qu'il y en aura d'autres. Il se passe beaucoup de choses dans un mandat de 4 ans et on est en train de découvrir avec les libéraux. Donc, victoire ou gain pour Mark Carney ici pour sa lune de miel, mais il faut l'avouer parce que aussi il est au pouvoir depuis moins longtemps, donc très avantagé dans cette catégorie. Très avantagé. Et les accomplissements. Qui a fait le mieux depuis le début de leur mandat? Donc, dans ce cas-ci, c'est l'inverse de la dernière catégorie. Okay. Susan Holt est avantagée parce qu'elle est en poste depuis plus longtemps. Mais cela dit, elle ne gagne pas que par défaut, Mme Holt. On lui donne le point. Pourquoi? Parce que son gouvernement a été hyper actif à la suite de son arrivée au pouvoir. Il voulait accomplir beaucoup. Il voulait accomplir rapidement. Et je t'ai parlé tantôt de l'avortement, Michel, cette annonce importante qui a eu lieu du statut de l'artiste. J'aurais pu mentionner la réécriture de la politique 713 sur l'identité de genre dans les écoles, une controverse qui a duré des mois sous Blaine Higgs. Il avait réussi à convaincre beaucoup de Néo-Brunswickois que les enseignants cachent des choses aux parents. On croyait que c'était un terrain miné pour le nouveau gouvernement libéral. Et finalement, ça n'a pas été le cas du tout. Le dossier a été réglé très rapidement. La politique 713 a été modifiée à nouveau et on n'en a plus parlé. De l'excellent boulot, vraiment, de la part des libéraux. Mme Holt aussi a imposé un plafond sur les augmentations de loyer. Elle a distribué des primes aux infirmières, lancé une nouvelle étude sur la maladie mystérieuse ou non mystérieuse, dépendamment du point de vue. Et là, je parle même pas des trucs qui sont passés sous le radar, là, comme par exemple le ministre de la Sécurité publique, Robert Gauvin, qui a visité à peu près tout ce qu'il y a de postes de police au Nouveau-Brunswick depuis le début de son mandat. Donc, les membres de ce gouvernement-là ne s'ennuient pas depuis leur arrivée
arriver au pouvoir, ils font beaucoup. Eh bien, il y a un autre gouvernement qui ne s'ennuiera pas. Là, on voit tranquillement l'échiquier se place, se positionne. Les responsabilités et tâches ont été données il y a de ça quelques semaines. Mais pour le gouvernement Carney, qu'en est-il? Le gouvernement Carney n'a pas eu le temps d'accomplir autant, mais parce qu'il vient d'arriver en poste, bien sûr, mais même avec cette nuance, son rythme d'accomplissement ne suit pas celui des libéraux du Nouveau-Brunswick. Si on tient compte aussi du court règne de premier ministre Carney avant les élections, son bilan s'améliore. Là. Il a fait 2 remaniements ministériels, donc un avant le scrutin, l'autre après. Il a supprimé l'impopulaire taxe sur le carbone, sans quoi il n'aurait jamais pu gagner les élections. Mais il y a eu d'autres décisions un peu plus discutables. Est-ce que c'est si urgent de baisser les impôts, Michel, alors que le fédéral traîne déjà un lourd déficit budgétaire et qu'on se dirige potentiellement vers une récession provoquée par une guerre commerciale provoquée par Donald Trump. J'aime pas non plus la décision de ne pas présenter de budget ce printemps, ce qui nous empêche de connaître le véritable état des finances publiques. Le député acadien Dominique Leblanc a été brièvement ministre des Finances. Il a clairement indiqué qu'il se préparait à ce moment-là en vue de présenter un budget. Donc, c'est vraiment un choix politique de M. Carney de ne rien rendre public, présumément, pour éviter de nuire à son image de bon gestionnaire en présentant un lourd déficit. Par contre, il mérite une bonne note, là, un A+, pour la façon dont s'est déroulée sa rencontre dans le bureau ovale avec Donald Trump. C'était le face-à-face de tous les dangers. On a vu comment ça s'est passé avec le président de l'Ukraine. On a vu comment ça s'est passé avec celui de l'Afrique du Sud. C'était le contraire avec Mark, comme l'appelle Donald Trump. Il a su montrer ses talents diplomatiques quand est venu le moment de défendre la souveraineté du Canada en utilisant les bons mots. C'est bien débrouillé cette semaine aussi. Oui, à Kananaskis. À Kananaskis, il a su aussi, en plus de ça, gérer l'Alberta qui était prête à lancer des référendums en réaction à la victoire des libéraux. Tout ça s'est calmé un peu, la température de la pièce a baissé. Donc, quand même, il a un bon départ, M. Carney, mais malgré tout ça, avantage à Susan Holt. La question à l'éditorialiste, François. En terminant, es-tu prêt, François? Le moment tant attendu, Michel. Une nouvelle fois, je l'enfonce, ce chapeau d'éditorialiste. Je ne recule devant aucun sujet. Je me prononce sur un sujet d'actualité. Alors, nous sommes à ton écoute, Michel. Nos auditeurs et moi posent la question à l'éditorialiste. Ah, on a beaucoup parlé depuis le début du balado et des balados des libéraux. Parlons maintenant un peu des conservateurs. Dans la province, François, on cherche aussi un nouveau chef. Qui vois-tu diriger ce parti pour les prochaines élections? Transition? Situation? C'est une question qui est un peu plus difficile à répondre qu'elle en a l'air, Michel, parce que l'élection aura lieu dans seulement 1 an et demi. Il va en couler de l'eau sur les ponts d'ici là. Pour l'instant, aussi, nous n'avons aucun candidat déclaré. 2 députés conservateurs, anciens ministres et bilingues ont déjà dit non. Margaret Johnson et surtout Monsieur Politique 713, l'ancien ministre de l'Éducation Bill Hogan, l'ont dit clairement, ils ne sont pas intéressés. Il y en a un 3e qui va devoir se décider avant tout le monde. Ça, c'est le chef par intérim, Glenn Savoy. Ouais. Les règles de la course prévoient qu'il devra démissionner de son poste de chef intérimaire avant le 1er juillet s'il veut participer à la course au leadership. Et puis, il y a les 2 grands favoris, Daniel Alain et Chris Austin. Tous les deux dans les 2 spectres opposés de ce parti. Il va falloir bien plus qu'un leader acadien pour recoller les pots cassés par Blaine Higgs entre les conservateurs et les francophones du Nouveau-Brunswick. Mais soyons honnêtes, ça serait un bon point, une bonne façon de commencer à réparer, à reconstruire ces ponts. Messieurs Austin et Alain, ça sera une course, ça sera une bataille de philosophie à l'interne pour définir le parti au cours des prochaines années. Exactement. Si les militants, Michel, choisissent Chris Austin, c'est-à-dire un clone de Blaine Higgs, unilingue, qui partage les mêmes idées que je qualifierais de rétrogrades, alors c'est que le Parti progressiste conservateur n'a rien appris de cette défaite électorale. Il veut recommencer en étant le même parti sans rien changer. Je pense personnellement que les militants ne feront pas cette erreur-là et qu'ils vont miser sur Daniel Alain s'il se présente. C'est ma prédiction. Est-ce que le secret qui tourne alentour de certaines réunions, qu'on pourrait peut-être y assister en tant que public, d'ouvrir peut-être un peu des communications, ça te laisse présager que le ménage est en train de se faire chez les conservateurs dans la province où on ne veut pas ébruiter la façon
dont on veut travailler? Samedi, qu'il y a encore un grand duel de tir au poignet entre différentes branches du parti. Jusqu'à temps qu'une frange prenne le dessus sur l'autre, c'est là qu'on verra peut-être les communications passer. Exactement. Il y a des gens qui sont très satisfaits des dernières années sous Blaine Higgs, malgré le résultat électoral, qui ne veulent pas que ça change. Il y en a d'autres, au contraire, qui veulent des changements importants. Et ces discussions-là, musclées par moments, le Parti progressiste conservateur ne tient pas à ce qu'elles se fassent dans la sphère publique. François, c'est ce qui termine ce dernier balado pour la saison. Ça a été toute une aventure. Je te souhaite un bel été. Et aux gens qui nous écoutent, on vous invite à fouiller sur Spotify, sur le site Internet de la radio CKRO et de votre côté. Oui, merci beaucoup, Michel. C'était un grand plaisir d'être là avec toi encore dans les derniers mois. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous pour le balado du micro et de la plume. Alors, j'invite nos auditeurs à s'abonner à la page YouTube de l'Acadie Nouvelle. Vous y trouverez l'ensemble de nos balados. N'hésitez pas à écrire des commentaires sur notre page YouTube, à suggérer des idées de sujets peut-être pour cet automne, des questions à l'éditorialiste. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci, Michel. On se retrouve peut-être dans quelques mois pour de nouveaux balados du micro et de la plume.